Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous dans Destin de femme sur Sud Radio. Comme tous les samedis à 13h30, vous êtes dans l'émission du féminisme autrement, inspirée par le livre de Valérie Pérez. Aujourd'hui, il s'agit du destin de l'auteure et grande voyageuse spécialiste de nos déserts, Blanche de Richemont, qui nous vient avec son très beau livre La fille du désert, une vie avec Isabelle Eberhardt. C'est sorti aux éditions Presse de la Cité. Alors Blanche de Richemont, ça fait des années que vous sillonnez les coins les plus arides de notre planète à la recherche du silence. Une certaine forme de liberté pour vous qui s'avère être bavarde finalement et déployée souvent à travers vos yeux. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir, bonjour. Oui, bonjour. On va pas encore se coucher à cette heure-ci. Allez, c'est parti. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Vous avez envie de vous coucher déjà ? Mais oui, parfois je dis bonne nuit dès le matin, c'est embêtant. Alors Blanche de Richemont, qu'est-ce que c'est le féminisme pour vous ? Pour moi, le féminisme, c'est d'abord être une femme. C'est-à-dire que j'ai beaucoup traversé le désert avec les hommes, en vivant comme un homme, en me prenant un peu pour un homme, en oubliant même que j'étais une femme. Et puis, une année, pour un documentaire sur Arte sur les femmes du désert en Mauritanie, je suis partie à la rencontre des femmes. C'était pas très, c'était pas très évident pour moi parce que j'avais naturel quoi. Non, j'avais un peu une forme de fierté de vivre avec les hommes, d'être avec ceux qui partent, ceux qui voyagent et pas ceux qui restent sous la tente à s'occuper des repas et des enfants. Et puis, quand j'ai rencontré ces femmes, j'ai compris qu'il y a une immense puissance à être vraiment femme. Que, en fait, qu'est-ce que c'est être vraiment femme ? Eh bien, à s'accepter tel qu'on est. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, alors c'est un peu exagéré, mais ça raconte quelque chose quand même. Quand je suis arrivée, elles m'ont badigeonnée de parfum bon marché et m'ont fait une manucure avec des ongles violets et m'ont couverte de voile. Alors voilà, vous voyez, c'était pas le même violet, voilà. En votre honneur aujourd'hui. Mais voilà, pas loin. Et moi, j'étais un peu surprise, ça m'a fait rire. Et puis après, j'ai compris qu'elle voulait me montrer que la puissance, c'est pas de se prendre pour un homme. Qu'en fait, quand une femme veut être puissante, faut pas qu'elle joue à l'homme, il faut qu'elle soit soi-même. Et que c'est ok, en fait, d'avoir les ongles violets, justement. Non, mais que je n'étais pas obligée d'être un garçon manqué pour être libre. Donc le fait de vous installer dans votre féminité, ça vous permet d'être encore plus forte, c'est ce que je ressens. Plus forte, plus libre, plus grande. Et que, en fait, à vouloir être à moitié ce qu'on est, en voulant être autre chose que ce qu'on est, on perd en grandeur, on perd en puissance, on perd en épanouissement, en fait. Et vous avez changé votre manière de voyager après, du coup ? Oui, j'ai plus voulu être un garçon manqué. J'ai fait attention à être toujours féminine. Alors, bon, bien sûr, je vais pas voyager en robe, mais quand même, j'étais plus attentive parce que j'ai compris que pour elles, c'était leur faire honneur et que pour les gens qu'on croise, et même on voit bien les gens dans la rue, les femmes qu'on croise dans la rue, quand elles sont élégantes, belles, avec des petites touches un peu jolies comme ça fait du bien à voir. Et que je trouve que c'est une attention envers le monde, cette élégance. Même dans les contrées les plus sauvages de la planète, avoir cette petite touche qui fait sourire et c'est un rappel à l'ordre de la beauté, en fait. La beauté du geste, c'est ça que exactement. Vous avez dit. Alors, est-ce que les hommes, ils peuvent être féministes, selon vous, vu que vous avez connu des hommes dans tout type de pays, justement ? Est-ce que vous en avez même découvert des féministes au fin fond du désert ? En fait, en tout cas engagé pour les femmes. C'est difficile parce que dans les Touaregs, les nomades, les Berabiches, toutes ces tribus du désert, ils se posent pas vraiment cette question-là. En revanche, les femmes en Mauritanie, la Mauritanie est un pays très matriarcal. C'est-à-dire que si un policier se met à engueuler une femme dans la rue, il va se faire tellement engueuler qu'il va s'excuser, en fait. Donc, ils ne se posent pas, par exemple, en Mauritanie, ceux que j'ai rencontrés dans le désert, ils ne se posent pas la question les droits de la femme ou pas la femme. C'est que la femme a pleinement sa place et elle inspire le respect par qui elle est. Donc peut-être que c'est une question qu'on arrêterait de se poser si on donnait vraiment toute sa place à la féminité dans nos civilisations. Je pense que c'est une voie. Je pense que la problématique actuelle, elle est que les femmes se prennent pour des hommes et les hommes perdent en virilité. Et je crois que ce dont les hommes ont besoin, c'est d'être vraiment viril. Mais être viril, c'est pas être un macho. La virilité, c'est la douceur, c'est la sensualité. Les hommes les plus sensuels que j'ai rencontrés étaient très virils. Donc c'est pas une question... Nous, on confond la virilité avec quelque chose de dur, de macho, d'aride. Mais pas du tout, c'est la douceur, c'est la compréhension, la véritable virilité. C'est la confiance en soi, quoi. La confiance en soi qui n'a pas besoin d'écraser pour exister. C'est une confiance en soi qui est un amour, finalement. Et je pense qu'en acceptant pour les femmes d'être vraiment pleinement femmes, je pense qu'on a oublié qu'en fait la puissance de la féminité, en vrai,
Quand on voit même les images de femmes, les images de la Vierge Marie, de la grande sainte Amma là, qui prend les gens dans leurs bras, des grandes saintes, c'est des images de femmes, pleinement femmes. Elles n'ont pas besoin d'être des garçons manqués. Et je pense qu'on est beaucoup plus puissant en étant pleinement soi, quoi qu'il arrive, en jouant pas un autre jeu que ce qu'on est. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, un obstacle selon vous actuellement, à cet avancement justement du droit des femmes que vous voyez là en France en ce moment, aujourd'hui? Il y a quelque chose en particulier qui vous saute aux yeux? J'ai jamais vraiment réfléchi à la question. Ce qui me saute aux yeux, c'est que... alors, j'ai peur de ne pas du tout être politiquement correcte, mais tant pis. Je parle en vrai sur Sud Radio. Vrai. Ce qui me saute aux yeux aujourd'hui, c'est que les hommes, puisque les femmes se sont réveillées, ont voulu affirmer leur liberté, on en a eu marre d'être écrasés, rétrécis, les hommes ne savent plus comment se positionner. Et j'ai l'impression qu'un homme qui ne sait pas comment se positionner, qui se sent frustré, condamné, jugé, agressé, va du coup donc être un peu agressif et donc ça va pas arranger les choses. Je pense que ce qui aiderait l'avancement des femmes, c'est qu'elles acceptent d'être pleinement femmes et qu'elles laissent aux hommes la place d'être pleinement hommes aussi. Alors ça ne veut pas dire rester dans les schémas, la femme à la cuisine et le mari dehors, mais c'est un positionnement intérieur où on s'accepte dans nos différences et où on n'est pas en train de se condamner les uns les autres. Et je pense que si les hommes acceptaient vraiment les femmes telles qu'elles sont, de la même manière que les femmes acceptaient aussi les hommes tels qu'ils sont, eh bien les choses seraient plus fluides et harmonieuses. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça marche bien, du coup, que ça avance, ce droit des femmes? Je vous pose la question dans l'autre sens maintenant. Ça avance parce que quand même, moi je pense qu'on est d'abord dans la première étape maintenant, où les femmes ont un discours qui quand même dit maintenant ça suffit, en fait, d'être si maltraitées. Donc ça avance parce que les hommes, ils se retrouvent un peu dubitatifs face à ça, parfois étonnés, mais il y en a beaucoup qui sont d'accord, qui comprennent, qui accompagnent là-dedans. Mais ça avance quand même parce que un peu en force. Mais je pense que ça irait beaucoup plus loin si on pouvait avancer en harmonie. Quand est-ce que vous êtes devenue femme, vous? S'il y a un épisode en particulier qui vous a marqué, qui a fait que tout d'un coup vous êtes sentie femme un jour? Dans les bras des hommes, non? C'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Mais c'est pour ça que j'aime les hommes. La première fois que vous avez fait l'amour, quoi? Peut-être pas la première fois, mais la première fois qu'un homme a fait l'amour avec amour, peut-être. Je pense que c'est là où j'ai pris conscience de la beauté de la féminité, de toute la douceur et de tout le puits de possible qu'il y avait en moi. Et peut-être quand j'ai donné la vie aussi à mes enfants, car j'ai eu la sensation de réaliser quelque chose qui était dans mes entrailles, c'est pourquoi je me sentais aussi faite sans le savoir, parce que moi je passais ma vie sur les routes dans le désert, donc j'avais pas la sensation que c'était pour moi ce genre de choses-là. Alors la question d'après forcément qu'on va se poser automatiquement, c'est comment vous faites aujourd'hui, vu que vous avez des enfants, pour continuer à aller dans le désert? Vous les emmenez? Ah bah bien sûr, là je repars avec eux dans 2 mois. Oui, alors je fais plus les voyages extrêmes que je faisais avant, où j'avais suivi une caravane de sel au Mali, vécu avec des contrebandiers. Enfin voilà, j'avais une vie. Vous avez vécu des sacrées expériences. Oui, mais je me mettais un peu en danger, mais voilà, je le vivais bien. Maintenant, c'est vrai que je repars dans le désert. Mes fils apprennent à être autonomes, et je pense que savoir aimer, aider à aimer, et aimer tout court, c'est rendre l'autre libre. Donc j'ai essayé de les aimer sans les retenir et sans qu'ils me retiennent du coup. Mais du coup, ça a un peu trop bien marché. Parce que je trouve que quand je pars, ils trouvent ça pas plus problématique que ça. C'est presque un peu vexant. Je me suis dit, là, je suis peut-être allée trop loin. Mais, si vous voulez, on échange. Mais voilà, je les emmène avec moi et puis ils apprennent à savoir que leur mère est parfois sous les étoiles et dans le désert, et c'est OK. Alors je fais le pitch rapidement avant la coupure de votre livre quand même, La fille du désert, que je rappelle, une vie avec Isabelle Eberhardt, c'est sorti aux presses de la Cité. Vous racontez l'histoire de cette jeune aventurière du début du XXe siècle qui a quitté la Suisse pour vivre dans le désert algérien, qui a brisé les conventions, qui s'est habillée comme un homme, qui a adopté la vie nomade, qui nous a laissé en plus des très beaux textes. C'est une rencontre entre vous deux, parce que vous êtes sœurs malgré les 100 ans qui vous séparent, car vous aussi vous aimez respirer l'immensité du désert. Planche de Richemont, alors je vais vous citer. Je traversais aussi le Sahara pour briser les limites, les cases, pour respirer, voir grand. C'est ça qui vous a inspiré chez elle, en fait. Vous êtes retrouvée dans elle.
Ah oui, dès que j'ai lu ces textes, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, c'est pas possible. Quelqu'un dit ce que je ressens, ce à quoi j'aspire au plus profond de mon être. C'est extraordinaire de rencontrer une âme sœur quelque part à 1 siècle et demi d'écart. Et donc elle m'a accompagnée dans le désert comme un guide, comme un phare, et pour m'aider à aller toujours plus haut. Et je pense que cette femme, qui est morte en 1904, donc il y a longtemps maintenant, Oui, donc il y a 120 ans, ouais. il y a 120 ans, eh bien, elle a beaucoup à nous dire aujourd'hui, justement, sur la force des femmes. Parce qu'elle était femme, habillée en homme, mais elle restait pleinement femme, justement. Une grande amoureuse aussi. Grande amoureuse et grande aventurière. C'est ça. Comme vous. Voilà, un peu comme vous, quoi. Oui, peut-être grande amoureuse, on verra. Bon, bah, on lance un appel. Allez, Sud Radio, vous avez bien choisi. Sud Radio, vous avez bien raison. Le destin de femme que vous écoutez aujourd'hui, c'est celui de l'auteur qui nous raconte le désert. Blanche de Richemont et son livre La fille du désert, une vie avec Isabelle Eberhardt. C'est aux presses de la Cité. Vous restez avec nous, à tout de suite. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez dans Destin de femme sur Sud Radio pour la deuxième partie de votre émission, l'émission du féminisme autrement. Aujourd'hui, on est avec l'auteure et voyageuse du désert Blanche de Richemont et son livre La fille du désert, une vie avec Isabelle Eberhardt. C'est sorti aux presses de la Cité. Alors, Blanche de Richemont, c'est pas une biographie, c'est pas un essai, ce livre. C'est un livre hybride en fait entre vos deux mondes, un peu la manière dont vous menez votre vie à vous en fait. C'est ça. Oui, en fait c'est ça. C'est pas un livre qui rentre dans les cases. Je sais pas comment le raconter. Ce serait plutôt un récit de voyage dans la vie d'Isabelle, comme si je partais dans sa vie comme dans un terrain, comme dans une terre pas vierge, mais parce qu'elle n'est pas vierge de sa vie, parce qu'elle est tellement riche de plein de choses, mais comme une terre inconnue. Et je raconte tout ce que sa vie fait en moi, résonne en moi, qu'est-ce qu'elle m'apprend, comment elle me fait grandir, comment elle m'élève, comment elle m'interroge, un peu comme on part en voyage. Ouais. Et d'ailleurs, ça marche parce qu'on part en voyage avec vous, avec elle, quand on lit ces mots. Vous avez aussi pas mal de points communs, dont un, face aux difficultés que la vie a mis sur vos chemins à vous, à commencer par la mort à vous de votre frère Arthur et la mort de son frère à elle, qui s'appelait Vladimir. La même chose, ils mettent fin à leur jour tous les deux. Alors je vais vous citer encore, j'ai compris dans le Sahara que tout ce qui nous est donné n'est pas un dû mais une grâce. Est-ce que ça vous a permis de revisiter une forme de religiosité qui vous a apaisé un peu comme elle, parce que c'est ce qu'on lit à travers ces mots? Oui, bien sûr. En fait, il est absolument difficile de partir dans le désert sans se relier au mystère, car le désert, c'est vraiment la terre du silence, de l'infini, la terre du mystère. Il est palpable, qu'on le veuille ou non, qu'on le dise ou non. Et donc, oui... C'est la forme divine pour vous, quoi. Cette immensité, en fait, un peu. Oui, c'est ça, et surtout, c'est les purs. C'est les purs et c'est la connexion avec le silence. Et on découvre ce que c'est que de vivre sans masque, de vivre en étant vraiment vrai. Et dans cette vérité-là, on touche au mystère. Au mystère de l'être, au mystère de la vie. Et surtout aussi pour tenir dans les conditions difficiles, dans toutes nos traversées du désert d'ailleurs, ça devient presque essentiel d'aller chercher en soi une force qui n'est pas d'ici. De réaliser qu'on est beaucoup plus ample, beaucoup plus large, beaucoup plus grand que toutes les cases qu'on appose à nos vies et que notre vie ne se limite pas à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent, à ce qu'on touche, mais à ce qu'on est profondément. Et dans ce mot « être », il y a un infini de possibles et ça peut porter tous les noms qu'on veut, que ce soit Dieu, le mystère, la vie, l'énergie, c'est pareil. Et c'est aussi l'immensité qui fait ça, parce que vous parlez de la mer de la même manière à un moment donné, c'est-à-dire que tout d'un coup on se sent tout petit et donc ça redonne du sens en fait un peu. Oui, parce qu'on se rend compte qu'on n'est rien et qu'à la fois on fait partie de ce tout et qu'on est aussi nécessaire à la vie que ce grain de sable, parce que sans les milliers de grains de sable, il n'y a plus de plage, de désert. Sans ces milliers de gouttes d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de mer. Donc on est tout aussi nécessaire et infime qu'une goutte d'eau, qu'un grain de sable. Et on se dit aussi, mais pourquoi on fait tout un monde de ce qu'on est au lieu de se relier au monde? Et il y a cette prise de conscience-là qui est immense. Et c'est un truc dont on aurait vraiment besoin aujourd'hui, dont on a besoin, en fait, mais oui, de cette prise de conscience-là. Mais bien sûr, parce qu'on est là à s'engluer dans nos états d'âme, dans nos peurs, dans nos inquiétudes. Et si on se relie à cette immensité, on se dit, mais pourquoi faire tout un monde de tout ça? C'est pas grave, avance, marche, suis ta voie, suis ton étoile, suis ton idéal, et marche, et arrête de te poser tant de questions. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ça fait du bien de vous entendre. Mais oui, ne t'inquiète pas, parce qu'au final, à mon âge, à mon vieil âge, je ne citerai pas le mien. Non, mais à nos âges, on a compris qu'en fait, on s'en sort toujours.
Tout à fait. On s'en sort toujours. Et on a beau l'avoir réalisé, on continue de polluer nos vies avec notre inquiétude. Et quelque part, plonger dans cette immensité dilue toute cette inquiétude. Et il y a juste un merci qui nous reste au bord des lèvres. Alors cette Isabelle Eberhardt, elle nous apprend aussi que, alors ça m'a intéressé, ne pas être subordonnée à son mari, ne veut pas être dans une forme de soumission. Alors elle, c'est Slimane, son grand amour. Vous dites, je vous cite, la cuisinière se transforme en pillard de grand chemin, l'épouse parfaite en chanteuse de café-concert. C'est parce que c'est comme ça en fait, Blanche de Richemont. J'ai envie d'ajouter aussi, on peut être féministe en étant féminine, par exemple. Ah ben oui, mais surtout, je pense que la plus grande voie du féminisme, c'est la féminité. Parce qu'elle est extrêmement puissante, la féminité. Et je trouve ça intéressant de ne pas cliver les choses, de ne pas nous enfermer dans des cases. C'est pas parce qu'on est une vagabonde qu'on ne sait pas faire la cuisine et aimer faire l'amour, et aimer danser, et aimer les hommes, et aimer l'amour, et aimer prendre soin de l'autre. C'est pas parce qu'on est à la maison et que même on ne travaille pas qu'on n'est pas une vagabonde dans son cœur, dans son être, qu'on n'aventure pas ses rêves, qu'on n'aventure pas sa vie, qu'on ne s'aventure pas. Enfin, rien n'est aussi figé que ça. C'est ça que j'ai voulu montrer. C'est pas parce qu'on est libre qu'on n'a pas envie aussi d'être, entre guillemets, on peut le dire, dominé, quoi, de temps en temps. Mais bien sûr, elle n'arrête pas de dire à son mari, je te suis complètement soumise. Alors ça m'amuse beaucoup parce qu'il n'y a pas moins soumise qu'Isabelle. Non, mais quel homme est cet homme quand même qui ose en Algérie, au début du XXe siècle, aimer une femme qui se fait passer pour un homme, qui est habillée en homme et qui porte le nom d'un homme quand même. C'est extraordinaire, quelle liberté. Et donc elle est extrêmement libre. Elle a été reporter de guerre. Elle part au bout du désert seule avec les légionnaires, avec les soldats. Et elle lui dit, je te suis complètement soumise. J'adore. Parce qu'elle y croit dans ces moments-là, mais en fait, c'est pas une soumission qui est un esclavage, c'est juste je m'abandonne à toi. Alors, on va vous écouter un petit peu, chère Blanche de Richemont. Justement, vous avez cité ce documentaire Arte, à la rencontre des femmes du désert. Je voudrais qu'on en écoute quelques phrases. Comment perçoivent-elles leur rôle? D'où tirent-elles la force qui semble émaner d'elles? Que vais-je apprendre du désert en le redécouvrant auprès d'elles? Le désert, donc, alors ça c'est à la rencontre des femmes du désert, ça a été réalisé par Augustin Viat, c'est disponible sur Arte. Donc vous le disiez, le désert à travers les yeux de celles qui le peuplent. Qu'est-ce que ça vous a apporté, mis à part l'importance de votre féminité, qu'est-ce que ça a apporté de plus à votre regard, justement? Elles m'ont appris, parce que ces femmes, elles ne font que donner la vie, non seulement à leurs enfants, mais aussi à la terre. Elles cultivent leur jardin pendant des heures, elles marchent. J'ai rencontré des femmes qui marchaient 2 heures chaque matin pour aller cultiver un jardin et des plantes médicinales pour guérir le village et revenir. Et elles le font avec une grâce, avec une délicatesse, avec une générosité, avec une grandeur d'âme et de cœur qui est stupéfiante. Et j'ai alors compris que finalement, la plus belle chose au monde, c'est donner la vie par ce qu'on est. Que je pense que chaque femme est vouée à donner la vie, mais pas seulement aux enfants, mais par ce qu'elle est. C'est-à-dire que ta parole, ta présence, tes gestes soient semences. Qu'elle fertilise la terre des hommes. Mère nourricière, quoi. Comment ? La mère nourricière. La mère nourricière, mais pas seulement par la nourriture, mais par l'âme. Bien sûr. La mère nourricière par l'âme et par le cœur. Et je pense que quand on va très loin dans cette dimension-là, alors tout l'axe change. Et ça, je l'ai appris auprès d'elle. Alors, quand vous avez commencé à vous féminiser sur le terrain, j'ai envie de dire, est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment donné, ou est-ce que vous avez eu peur en amont déjà, parce que vous êtes quand même une femme, vous êtes retrouvée dans des situations, on va dire, dures, en tout cas très réelles, avec des hommes dans le désert, comme vous dites, en Mauritanie par exemple. Il n'y a pas un moment où vous vous sentez en danger quand même? Non, jamais. D'accord. Jamais je me suis sentie en danger. Les hommes du désert... Vous n'avez pas posé la question peut-être? Non, mais c'est parce que je les connaissais, les hommes du désert, et je sais qu'il y a un respect chez eux. Il y avait un respect, une cohérence, un respect, oui, qui faisait que j'ai jamais eu peur. Je savais que s'ils m'acceptaient auprès d'eux, ils me protégeaient, en fait. Et donc, au départ, vous déguisiez en homme, vous aussi, un peu comme Isabelle Eberhardt. Et finalement, quand vous avez rencontré ces femmes, vous avez commencé à continuer avec les attributs de la féminité. Est-ce que leur regard à eux a évolué ou pas du tout? Non, pas du tout. Il y a toujours ce... Je pense que c'est pas parce que on met du noir sous les yeux, par exemple, que le regard va changer. Le regard que les gens portent sur nous, il a à voir avec une attitude intérieure qui transparaît par nos gestes, par notre posture, par nos mots, par nos regards, justement.
et que qu'on porte un treillis ou un jean un peu mieux taillé, qu'on soit bien coiffé ou qu'on ait les yeux soulignés de col ou pas, ça change rien. C'est plutôt ce qu'on donne par ce qu'on est. Ça change rien parce que si ça change rien chez vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Comment? C'est-à-dire ça ne change rien si ça ne change rien chez vous, en fait. Non, mais en fait, moi, je vais pas minauder parce que tout d'un coup, je me suis maquillée. C'est-à-dire que ça change rien dans le sens où ce que ça change, c'est que ça fait juste plaisir de voir une femme qui est belle. Alors, on peut être belle sans col, hein, bien évidemment, mais c'est toujours une note qui est une note de délicatesse, de dire je veux être belle pour vous, pour le monde, pour la vie. Je me suis fait belle et ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, j'ai essayé parce que parfois ça marche pas du tout. Mais c'est pas de la minauderie ou de la séduction. C'est pas parce qu'on veut être élégant qu'on est dans la séduction. On est dans la beauté, tout simplement. Si vous aviez un souhait, on va être obligé de se quitter, hélas. Si vous aviez un souhait, ça serait quoi aujourd'hui, tout de suite, là, maintenant? Blanche de Richemont. Trouver la paix. Vous? Oui. Parce que je pense qu'on ne peut pas donner la paix, offrir de la paix aux autres tant qu'on ne l'a pas trouvée en soi-même. Et je pense que tout ce qu'on peut posséder, réussir ou accomplir dans notre vie, si on n'a pas la paix intérieure, on sera toujours dans le tourment. Mais comme c'est le but d'une vie, si ce n'est plusieurs vies, je ne sais pas si ça va se réaliser tout de suite ce soir, en tout cas. Est-ce que vous la trouvez, la paix, quand vous êtes dans le désert? Oui. Ouais. Et donc vous avez besoin de ça pour avoir le silence en vous, il vous faut le silence du désert. Non, plus maintenant. Je retrouve le silence au milieu de Paris, au milieu de chacune de mes journées. Et j'y retourne. Et mon objectif, c'est de ne pas trouver la paix seulement dans le silence, mais dans les paroles, dans la vie quotidienne, au milieu des hommes. Eh bien, ça sera votre mot de la fin. Merci Blanche de Richemont. Merci beaucoup. Alors, La fille du désert, je vous le conseille fortement, chères auditrices, chers auditeurs. C'est La fille du désert, une vie avec Isabelle Eberhardt. C'est aux éditions Presse de la Cité, Blanche de Richemont. N'oubliez pas. Et puis, il y a le documentaire Arte à regarder, à la rencontre des femmes du désert, réalisé par Augustin Viat. Nous, on se voit demain à 19h. Merci à Juju qui travaille, qui réalise pour vous aujourd'hui. Vous pouvez tout podcaster, réécouter évidemment sur sudradio.fr. Et puis, bisous. À demain. Bye. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous a présenté Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair.